Bien, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, cher Laurent, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de partager avec vous le plaisir que j'ai de participer pour la première fois à cet exercice en tant que rapporteur général de la Commission des affaires sociales, exercice qui participe de la sincérité budgétaire comme de la transparence sur l'exécution des politiques publiques que nous votons dans cet hémicycle. Pour ce qui relève du premier point, la réponse engagée face à la crise sanitaire a fortement altéré les prévisions initiales. En quelques mois, nous avons changé de monde. Je souhaite rappeler, cela ne vous surprendra pas, mais on ne le dit pas assez, que la sécurité sociale a pris toute sa part dans l'effort financier de la nation. L'augmentation de l'Ondam de 8 milliards d'euros a permis, par l'armement rapide de Santé publique France, comme par les moyens supplémentaires alloués aux soignants, de répondre rapidement à l'ampleur de l'épidémie. Le budget de l'État, comme celui des branches de la sécurité sociale, je pense notamment à l'action sociale menée par la CNAF, ont également soutenu les publics les plus fragiles. 4 millions de familles ont bénéficié d'une prime le 15 mai dernier pour un montant total de 1 milliard d'euros. Les étudiants, les jeunes les plus fragiles, ont également bénéficié d'un effort de la puissance publique. La cohésion sociale, dans ces temps difficiles, n'est pas négociable. Les efforts en recettes sont d'une ampleur inédite. 43 milliards d'euros, dont 25 au titre de la seule réduction de la masse salariale. Les amortisseurs sociaux ont pleinement joué leur rôle à un niveau inédit jusqu'ici, mais qui sera le double de ce que notre pays a connu en 2010. Qu'il s'agisse des reports, des annulations de cotisations sociales ou de la diminution des ressources liées directement à la montée en charge rapide du système d'activité partielle, les mesures mises en place par le gouvernement et notre majorité ont permis de maintenir la continuité de l'emploi, de préserver les compétences et d'éviter une vague de faillite de nos entreprises. Ces efforts, c'est mon deuxième point, ont été fournis conjointement par les régimes de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires et l'UNEDIC. Les premiers ont pu bénéficier du soutien de l'ACOSS pour faire face à leurs éventuelles difficultés financières. La seconde a pris en charge à hauteur d'un tiers l'ensemble des dépenses liées à l'activité partielle. Cette prise en charge conjointe constitue une preuve supplémentaire de la cohérence d'ensemble de notre protection sociale. Cette cohérence appelle à mon sens une réflexion collective sur le champ d'examen du PLFSS. De nombreuses discussions ont été engagées à ce sujet par le Haut Conseil au financement de la protection sociale, comme au sein de notre Assemblée. L'action d'organismes qui sont déjà comptabilisés dans le champ dit des administrations de sécurité sociale ou ASSO en comptabilité nationale ne peut plus constituer un point aveugle de notre exercice financier. Compte tenu des liens financiers entre l'assurance chômage, les régimes de retraite complémentaires ou les régimes obligatoires de base, est-il encore normal que nous ne puissions jamais examiner les mesures qui affectent les uns sans jamais parler des autres dans chaque PLFSS? Ces réflexions pourraient prendre in fine la forme d'une modification du cadre organique relative à l'examen des PLFSS, à la fois en ce qui concerne leur périmètre, mais aussi leur calendrier d'examen. En effet, je voudrais rappeler en troisième et dernier lieu que l'examen commun des dépenses de l'État, des collectivités territoriales, comme de la sécurité sociale, montre l'intérêt d'une approche financière globale, sans renier la spécificité que constituent les finances sociales. Ce chemin de crête appelle, selon moi, davantage à une clarification des modes de présentation des deux textes financiers qu'à leur rapprochement. Ainsi, une présentation commune en Conseil des ministres du PLF et du PLFSS se justifierait parfaitement, compte tenu de l'imbrication des mesures entre les deux textes. Le dernier projet de loi rectificatif de finances le démontre. Cette évolution aurait aussi l'avantage de permettre de meilleures conditions d'examen du PLFSS, attendues depuis longtemps par mes collègues de la Commission des affaires sociales, quels que soient les clivages politiques. S'agissant du contrôle de l'exécution, je pense que là encore toutes les réflexions sont ouvertes. Faut-il aller vers une loi de règlement pour les finances sociales? Comment articuler le printemps social de l'évaluation avec la communication plus anticipée des documents qui permettent de faire le bilan des mesures passées, comme les programmes de qualité et d'efficience? Voilà les questions auxquelles nous devons apporter des réponses avant la fin de cette législature. Toutes ces pistes doivent nous permettre de renforcer l'information dont nous bénéficions et à travers nous, les Français. Elles ne sauraient faire oublier que le texte qui nous occupe chaque automne porte sur un champ des finances publiques autonome qui justifie, par son ampleur, un peu plus de la moitié des dépenses publiques, ses spécificités, qu'elles soient historiques, philosophiques et techniques, l'existence d'un texte financier propre. Le prochain exercice budgétaire s'annonce ainsi crucial, autant pour l'avenir de notre système de santé que pour la prise en charge du soutien à l'autonomie de millions de Françaises et de Français au sein, je l'espère, d'une nouvelle branche de la sécurité sociale, longtemps débattue,
longtemps repoussé que notre majorité compte acter cet après-midi. Le premier budget que j'aurai à apporter comme rapporteur général apportera donc la preuve que parer aux urgences de la crise ne nous empêche en rien de préparer l'avenir de notre protection sociale. Je vous remercie. Je vous remercie.